Voilà, vous allez avoir à accepter le petit enregistrement les uns les autres. Et puis C'est fait après, de mon côté. pour tout le monde, c'est bon? Corentin aussi, c'est bon? Sipora, c'est parti. Eh bien, écoute, Patrick, nous sommes tout oui. Voilà, donc je vais essayer de répondre à une question qui n'est pas facile. Pourquoi et comment rester dans le bien-être et en énergie haute lors de périodes difficiles? Et en fait, je vais commencer par vous partager comment j'ai vécu le confinement, le premier, parce que vous verrez que c'est en lien direct avec notre sujet. En 2016, je travaillais dans un institut public de formation. J'étais coach, j'étais formateur, j'étais conférencier. J'avais plutôt un poste enviable, j'ai envie de dire, parce qu'à la fois, je faisais ce que j'aimais, j'avais beaucoup de liberté, j'étais reconnu et puis j'étais bien payé, ce qui est quand même aussi quelque chose d'important. Et malgré tout, en 2016, j'ai pris la décision de démissionner parce qu'à la fois, j'avais envie de créer mon entreprise, peut-être comme certains d'entre vous, et puis, également, j'avais envie de changer de mode de vie. J'avais envie de vivre entre Paris et Luberon, pour tout vous dire. Et donc, en étant salarié d'un institut, ce n'est pas évident de pouvoir réussir à vivre entre Paris et le Luberon. Et donc, les premières années se sont plutôt bien passées. Progressivement, j'ai commencé à avoir ma clientèle. J'avais des hauts et des bas, mais ça se passait plutôt bien. Et puis, il y a eu l'année 2020 où je me suis dit, il est temps de faire décoller mon activité, de passer à un autre niveau de clientèle, un autre niveau de résultats. Et j'étais dans cet état d'esprit que vous avez peut-être tous connu, vous voyez, à un moment donné où on est persuadé que rien pourra nous arrêter. On a l'impression qu'on va tout bouffer. Et le 16 mars 2020, je ne crois pas me tromper au niveau de la date, il y a eu un discours de notre président qui a fait que du jour au lendemain, toute mon activité est passée à zéro. En fait, moi, mon activité était présentielle et du coup, eh bien, toute mon activité est tombée à zéro. Et par ailleurs, mon épouse avait repris un master, donc je me suis retrouvé du jour au lendemain sans revenu. Donc, si vous vous mettez à ma place, vous pouvez imaginer ce qu'on ressent quand brutalement, et si vous replongez dans l'année 2020, on ne s'y attendait pas du tout, comme du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans revenu. Et du coup, je me suis dit, eh bien, il faut que je ne cède pas à la panique et que j'arrive à trouver autre chose à faire. Mais alors, quoi faire? J'en avais absolument aucune idée. Et du coup, pendant en fait, des semaines, j'ai fait très attention de rester dans la détente. On aura l'occasion de voir pourquoi c'est important. Je me suis baladé dans les forêts du Luberon. Je me suis installé dans le Luberon. Ça a été ma première décision. Ensuite, je me suis baladé dans les forêts du Luberon. J'ai médité tous les jours. Tous les jours, je suivais aussi des séances de respiration en ligne avec un ami coach, Romain, qui mettait ça en place, où il y avait une centaine de personnes tous les jours, pour justement, voyez, rester serein et garder l'accès à mes ressources. Et puis un jour, c'était à peu près mi-avril, j'ai eu un coup de fil qui, finalement, avec le recul, je m'en rends compte, a changé complètement ma vie professionnelle. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas eu ce coup de fil. Et en fait, ce coup de fil, il a été passé par une amie, Henri Fa, qui animait un réseau de dirigeants, qui anime toujours d'ailleurs un réseau de dirigeants. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute Patrick, je me rends compte que les chefs d'entreprise que je côtoie sont complètement perdus. Rappelez-vous, hein, on est en mars 2020, complètement perdus, et j'aimerais savoir si tu as une idée de ce qu'on pourrait faire pour les accompagner. Et là, je me suis surpris à lui dire, eh bien, écoute, on pourrait faire un webinaire. Aujourd'hui, c'est tellement évident de faire des webinaires. D'ailleurs, la preuve, vous voyez, on est en train d'en vivre un à l'instant, mais quelques années, quelques mois en arrière, ce n'était pas si évident que ça. En tout cas, moi, je n'en avais jamais fait. Je n'avais aucune idée techniquement comment on procédait, mais je sentais qu'il ne fallait pas trop réfléchir dans cette période et qu'il fallait tester des choses. Et en tout cas, j'avais envie de contribuer, c'est-à-dire j'avais envie de contribuer à des chefs d'entreprise qui étaient dans le désarroi. Et elle me dit, ben, écoute, est-ce que tu auras un thème?
Et je venais de poster la veille sur LinkedIn un post que j'avais appelé « Comment faire du confinement une période d'accomplissement ». Je lui ai dit, ben, écoute, on pourrait faire sur ce thème-là. Je me souviens, on était un mardi, elle m'a dit, je te propose qu'on fasse ça jeudi. Dans ma tête, je me suis dit, elle ne me laisse pas beaucoup de temps, mais encore une fois, à l'époque, je me suis dit, il faut y aller, il faut se lancer, il ne faut pas trop réfléchir. Et donc, on a mis en place ce webinaire. Alors, c'est elle qui s'est occupée de la partie technique. Et en fait, ce webinaire a entraîné pour moi 3 surprises. Première surprise, il y a 80 personnes qui sont connectées. Je trouvais que c'était pas mal. Je n'avais pas l'habitude de faire cela. Et sincèrement, pour moi, c'était déjà une première surprise. Deuxième surprise, eh bien, les personnes nous ont vraiment remerciés chaleureusement. C'est-à-dire que j'ai senti, dans les messages qu'ils nous ont fait plutôt oralement à la fin, que véritablement, ça les aidait qu'on ait mis en place ce webinaire. Et puis, la troisième surprise, pour moi, était la plus importante, et ça, je peux vous assurer, je ne m'y attendais pas du tout. La troisième surprise, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cela. Moi, j'avais l'habitude du présentiel. Je faisais des coachings, je faisais des conférences, je faisais des séminaires, je faisais des formations, mais systématiquement en présentiel. Et je vivais avec l'idée que probablement le distanciel, ça a sa place, probablement c'est quelque chose qui est extrêmement utile, mais je me disais, ce n'est pas pour moi. C'est fait pour d'autres personnes. Moi, je n'aurais jamais plaisir à faire cela. Et c'est pour ça que vraiment pour moi, ça a été une surprise de voir que pour la première fois où je fais ça, eh bien, ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé cela intéressant. Et du coup, eh bien, je me suis dit, il y a certainement un espace là qui est en train de s'ouvrir, de se créer. Il faut aller sur cet espace. Et du coup, j'ai commencé à créer, mais en prenant un peu plus de temps que du mardi au jeudi, un premier webinaire. Je l'ai proposé à un centre de formation qui tout de suite m'a dit « OK, on met ça en place ». Et là, en fait, eh bien, très vite, ces webinaires ont trouvé leur public. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, on pouvait faire avec Zoom gratuitement des webinaires avec 100 personnes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, le premier webinaire, eh bien, on a eu 100 personnes. Et du coup, on a refusé du monde. Et en fait, eh bien, j'en ai fait, je cherche les chiffres, 45 entre mi-avril et début juillet 2020. Il y avait des jours où j'avais 2 webinaires dans la même journée. Et je me souviens même, une journée, j'en avais 3. J'en avais un le matin, j'en avais un entre midi et 2, et j'en avais un, genre à 16 heures, l'après-midi. Et du coup, ben, vous voyez, toute mon activité a été transformée, impactée, parce que j'ai pris la décision de concevoir toute mon activité pour pouvoir la faire aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Ben, en fait, je vous raconte cela tout simplement pour vous dire que les mauvaises nouvelles, souvent, sont des bonnes nouvelles si on sait se positionner correctement par rapport à ces nouvelles. Et du coup, mon message aujourd'hui, c'est le suivant. Pour prospérer dans notre monde chaotique, je ne sais pas si vous sentez, mais je crois que le terme qui décrit notre monde, c'est le terme chaotique, c'est-à-dire changement permanent, incertitude, incapacité à savoir ce que sera demain. Eh bien, dans ce monde-là, je crois que apprendre à rester dans le bien-être, apprendre à rester en énergie haute, c'est plus une option, mais c'est absolument indispensable. Je le crois profondément. Je crois profondément que toute personne qui aura du mal à rester dans le bien-être et en énergie haute face à des moments difficiles se prépare des lendemains peut-être un petit peu compliqués. En tout cas, c'est vraiment ma conviction. Alors, qui je suis? Je vais quand même prendre le temps de me présenter. Donc, peut-être vous avez senti que je m'appelle Patrick Claudez. Vous savez déjà que je fais du coaching, des conférences, des webinaires, des séminaires, de la formation. Je suis ingénieur à la base, ingénieur forestier. Et en fait, aujourd'hui, donc, mon activité, c'est beaucoup d'intervenir dans ces registres-là de conférences, de coaching, etc., pour apprendre aux personnes et aux équipes à libérer leur plein potentiel. Parce que je crois que c'est vraiment important
d'apprendre à libérer notre plein potentiel. Vous sentez bien que si on libère 20% de notre potentiel ou 70% de notre potentiel, nos résultats, évidemment, ne seront pas les mêmes. Et moi, ma passion, c'est vraiment de permettre à des personnes, à des équipes de libérer tout leur potentiel. Et donc, par ailleurs, j'ai mon cabinet de coaching où j'accompagne des personnes justement à apprendre à mieux fonctionner, à apprendre à développer leur confiance, à apprendre à développer leurs projets. Il y a des personnes, j'ai eu une séance de coaching hier, qui n'arrivent même plus à contacter leurs désirs. Quelque part, elles ne savent plus très bien ce qui leur fait du bien, à quoi elles aspirent professionnellement. Et vous sentez bien que c'est compliqué d'avoir une activité prospère quand il n'y a pas de désir, quand il n'y a pas d'envie, quand ça ne correspond pas à ce qui nous convient profondément. Donc voilà qui je suis. Je suis aussi l'auteur d'un livre. Alors, je ne sais pas si vous devez le voir, je regardais pas au bon endroit, qui s'appelle Petit manuel d'anti-survie, oser passer du rêve à la réalité. Et en fait, ce livre, justement, c'est pour apprendre aux gens à découvrir leur passion, leur zone d'excellence et à en vivre. Alors, je vais voir avec vous 3 clés qui, il me semble, sont capitales pour justement rester dans le bien-être, en énergie haute, y compris quand c'est compliqué, quand on n'a plus de repères, quand tout bouge, quand tout évolue. Et la première clé, c'est d'apprendre à maîtriser nos pensées et nos émotions. Alors, pourquoi c'est si important d'apprendre à maîtriser nos pensées et nos émotions? Peut-être c'est évident pour vous, je ne me rends pas compte, mais en tout cas, il y a un éclairage qui est assez intéressant, c'est celui des neurosciences. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon graphique, mais en gros, les neurosciences nous apprennent plein de choses. Alors, les neurosciences nous vont de découverte en découverte. Et c'est des choses qui sont assez concrètes. En tout cas, je vais essayer de vous décrire une part des découvertes des neurosciences. Je ne vais certainement pas vous synthétiser tous les travaux des neurosciences. D'abord, j'en serais bien incapable, mais surtout, ça nécessiterait un petit peu de temps. Mais il y a certains travaux des neurosciences qui, je trouve, sont extrêmement concrets. En tout cas, je vais essayer de vous le faire le plus concrètement possible et qui ont des répercussions dans notre vie de tous les jours. Et en fait, cette partie des travaux des neurosciences concerne nos rythmes cérébraux. Vous le savez peut-être, mais notre cerveau vibre à différentes vitesses. Ça se mesure en hertz. Et en fait, on a différents niveaux, je pense que le pointeur, vous allez le voir, différents niveaux de vibration. On a des rythmes très très lents, qu'on appelle delta, qui concernent au rythme du sommeil. Donc, quand vous dormez profondément, vous êtes en rythme delta. J'espère que ce n'est pas le cas en ce moment et que je ne vous endors pas. Ensuite, vous avez le rythme θ, un tout petit peu plus rapide, qui correspond à un sommeil un peu plus agité. Vous savez, des fois, on a vu des vidéos du sommeil en accéléré et on voyait en fait le dormeur bouger dans tous les sens, être un petit peu agité. Ça, c'est typiquement le rythme θ. Et le rythme θ, c'est aussi le rythme de l'hypnose. Mon épouse est hypnothérapeute, je pense qu'elle a un patient en ce moment. Eh bien, peut-être que son patient est en rythme θ. Et puis, tout en haut, vous avez le rythme gamma. Le rythme gamma, c'est le rythme de l'éveil, de l'illumination, de la transe. Alors, il n'est pas sûr qu'on va tous connaître à un moment ou à un autre le rythme gamma. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est le rythme bêta et le rythme alpha. Tout simplement parce que dans une journée ordinaire, on se balade essentiellement entre le rythme bêta et le rythme alpha. Le rythme bêta inférieur, c'est quand on fait des choses faciles sans enjeu. Vous répondez à un mail, quelqu'un que vous aimez bien, il vous propose un resto, eh bien, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas dans ce rythme bêta inférieur, c'est-à-dire le rythme du confort et de la facilité. Bêta moyen, c'est peut-être, si j'en juge à votre attitude, le rythme de certains d'entre vous en ce moment. Le rythme bêta moyen, vous voyez, c'est quand on cherche à comprendre ce que l'autre est en train de nous dire. Peut-être qu'on découvre des choses qui sont nouvelles. Et du coup, je suis dans l'apprentissage. Et là, je suis dans le rythme bêta moyen, qui est évidemment extrêmement intéressant, puisque, encore une fois, c'est le rythme où on apprend des nouvelles données, des nouvelles informations, peut-être des nouveaux outils, des nouvelles pratiques. Et puis ensuite, vous avez le bêta supérieur. Le bêta supérieur, c'est peut-être la malédiction de notre époque. Le bêta supérieur, c'est quand on est en sur-régime. Ça veut dire qu'on est
au-delà du bêta moyen, et là, on est en suradaptation. On est en surrégime. On est dans ce que les neuroscientifiques appellent le rythme, dans le cerveau reptilien. Donc, ça veut dire qu'on se coupe de la partie la plus intelligente du cerveau, le néocortical, et on utilise la partie la moins intelligente qui est le cerveau reptilien. Vous imaginez bien que si on utilise un cerveau qu'on partage avec les reptiles, peut-être que ce n'est pas là qu'on est le plus créatif, qu'on a le plus d'imagination, qu'on a le plus de capacité à imaginer quelque chose de nouveau face à une difficulté. Et le stress, vous avez compris que c'est le rythme du stress, ce n'est jamais qu'une incapacité à nous adapter à quelque chose. Quand on est stressé, c'est parce qu'on ne sait plus très bien comment nous sortir d'une mauvaise passe, comment imaginer quelque chose de nouveau, comment faire décoller notre activité, comment résoudre un conflit avec un client, avec notre conjoint, avec nos enfants. Donc, ce rythme du bêta supérieur, c'est un rythme qui est une malédiction parce que c'est le rythme du stress. On produit de l'adrénaline, on produit du cortisol, on est dans le sympathique. Donc, vous voyez, on est un peu dans une espèce d'agitation plus que d'activité. Et le risque de ce rythme, c'est qu'à un moment donné, on peut basculer dans le burn-out. Le burn-out, c'est le fait de personnes qui ont été trop longtemps dans le bêta supérieur et à un moment donné, le système s'écroule. Le corps met un stop. Et évidemment que ce n'est pas ce que l'on vise. Et puis, il y a un rythme dont je ne vous ai pas parlé qui est extrêmement intéressant, c'est le rythme alpha. J'ai presque envie de dire aux antipodes du bêta supérieur, il y a le rythme alpha. Donc, qui est un rythme lent, mais qui n'est pas un rythme du sommeil. Et en fait, le rythme alpha, c'est un rythme où on a vraiment accès à nos ressources, où on a accès à notre intuition, où toutes les parties du cerveau fonctionnent comme une équipe. Vous savez que souvent on dit des équipes qui ne fonctionnent pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité. Bien là, ce qui est intéressant avec le rythme alpha, c'est que les différentes parties du cerveau, le reptilien, le limbique, le néocortical, fonctionnent comme une équipe. L'inconscient, le subconscient, le conscient, tout ça, ça fonctionne comme une équipe. Donc, on est au plus haut niveau de notre mode de fonctionnement. Et du coup, c'est vers là qu'il faut aller, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de fonctionner dans ce rythme alpha parce que c'est là qu'on a des idées nouvelles. C'est là qu'on peut imaginer une nouvelle façon de faire face à une difficulté. Ou c'est là qu'on peut imaginer réinventer, si besoin est, notre activité lorsque on se rend compte qu'on plafonne et que du coup, il faut peut-être basculer à quelque chose de nouveau. Alors, maintenant, la question, une fois qu'on a compris l'importance d'être, et alors vous comprenez bien que le rythme alpha, c'est précisément quand on maîtrise nos pensées et nos émotions. Quand on est en bêta supérieur, on ne maîtrise absolument pas nos pensées et nos émotions. On s'écroule très rapidement, on rumine. Vous voyez, on a une mauvaise nouvelle qui nous arrive, on rumine, et là, on a l'impression que notre cerveau nous échappe parce qu'on ne maîtrise plus nos pensées et nos émotions. Donc là, l'idée, c'est au contraire d'aller dans ce rythme alpha, qui est un rythme où on est extrêmement créatif, où on est extrêmement efficace, où on maîtrise nos pensées et nos émotions, parce qu'ainsi, on a accès à toute notre intelligence, à notre intuition. Et la complexité, on vit dans un monde complexe, la complexité, ce n'est pas avec le mental qu'on la digère, qu'on y fait face, mais c'est avec notre intuition. Vous voyez, l'intuition est meilleure conseillère, elle a aussi les travaux des neurosciences du monde. Donc, là, on est dans l'intuition quand on est dans ce rythme alpha. Eh bien, c'est l'intuition qui a la capacité à traiter la complexité. Donc, gardez peut-être cette idée en tête, c'est que si vous êtes confronté à une difficulté, n'utilisez pas votre mental pour trouver des solutions, cherchez votre intuition. Presque l'intelligence du cœur. Vous savez, on parle aujourd'hui d'intelligence du cœur. Eh bien, c'est là où sont les vraies solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? J'ai peu de temps, donc je vais aller directement à vous proposer une pratique très concrète qui peut vous aider à éviter le bêta supérieur. Donc, vous avez compris, le bêta supérieur, c'est un peu comme un incendie. Vous voyez, on vous annonce une mauvaise nouvelle, tac, un client revient
sur ce qu'il vous avait dit, il ne signe pas un contrat, peut-être c'est votre plus gros contrat, eh bien, ça peut être un moment un peu compliqué. Et là, le risque, c'est que le mental se mette en route, qu'on se mette à ruminer et qu'on ne maîtrise plus rien. Et là, on est dans le bêta supérieur, vous l'avez compris, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Eh bien, un des outils les plus concrets que je connaisse pour tout de suite interrompre, et là, je vous encourage vraiment à le faire tout de suite, vous voyez, de ne pas attendre qu'il y ait un incendie à l'intérieur de vous qui soit créé par cette rumination, mais de tout de suite intervenir dès que vous sentez qu'il y a ce risque-là pour l'interrompre, eh bien, c'est de vous poser des questions de qualité. Dites-vous que la qualité de vos questions, que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos questions. Si vous vous posez des questions du type « mais pourquoi j'ai des clients comme ça ?» vous n'allez faire que renforcer votre rumination. Par contre, vous pouvez vous poser d'autres questions. Le prototype de la question de qualité pour interrompre tout de suite le feu naissant et la rumination et le passage en bêta supérieur avec l'adrénaline, le cortisol. Au passage, beaucoup de médecins vous disent aujourd'hui que la plupart des maladies chroniques naissent du stress, de l'accumulation d'adrénaline et de cortisol. Donc, ça joue même sur notre santé, au passage. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire combien c'est important cette histoire. Eh bien, le prototype de la question pour interrompre vos ruminations, mais aussi pour récupérer votre pouvoir sur votre vie, c'est quoi le cadeau caché? Plutôt que de se dire, mais pourquoi j'ai des clients comme ça? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi il m'arrive que des mauvaises nouvelles? Dites-vous, c'est quoi le cadeau caché? Eh bien, peut-être que le cadeau caché dans ce cas-là, c'est de vous prendre conscience que peut-être vous avez trop misé sur un seul client et du coup, vous êtes fragile. Et du coup, vous prenez conscience que finalement, au final, votre client, il vous fait un cadeau. Parce que peut-être que vous seriez resté dans votre zone de confort et que spontanément, vous n'auriez pas cherché d'autres clients, parce que finalement, c'est assez confortable d'avoir essentiellement un client historique que vous avez depuis des années. Mais vous êtes fragile si vous fonctionnez comme ça. Toujours dans l'esprit du questionnement créatif, eh bien, Anthony Robbins, probablement le coach le plus célèbre au monde, qui a coaché voilà, des sportifs de haut niveau très connus, des présidents de grandes nations, par exemple du côté des États-Unis, je ne citerai pas de nom, mais voilà, qui est quelqu'un, moi je trouve, de remarquable. Alors, il est extrêmement décrié parfois en France, surtout par les personnes qui condamne les gens qui gagnent beaucoup d'argent, et je ne vais pas vous dire le contraire. Évidemment, Tony Robbins, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on ne veut pas gagner plus d'argent, nous? En tout cas, moi, je ne le condamne pas, et surtout, ce que j'aime, c'est tout ce qu'il apporte, parce qu'il apporte énormément. Et par exemple, il propose un questionnement. Moi, je l'ai toujours sur une fiche de Bristol dans mon portefeuille pour, dès que je sens qu'il y a un risque d'incendie intérieur et d'aller vers le bêta supérieur, de l'interrompre tout de suite. Et ce questionnement, c'est comment je peux faire de cette difficulté une opportunité? Donc, vous voyez, dès que vous avez quelque chose de compliqué qui vous arrive tout de suite, pour éviter, vous voyez, que vous perdiez le contrôle de votre état intérieur, demandez-vous comment je peux faire de cette difficulté une opportunité. Et puis, deuxième question, pour cela, à quoi je dois renoncer? Vous voyez, souvent, on a renoncé peut-être à un certain confort, mais qui est peut-être un piège. Parce que souvent, nos zones de confort sont des zones de piège qui, vous voyez, nous endorment, nous anesthésient, nous maintiennent pas assez vivants. Donc, pour cela, à quoi je dois renoncer? Je reprends le confinement. Moi, je devais renoncer au confort que j'avais d'être dans le présentiel, parce que c'est ce que je connaissais. C'est là où j'avais tous mes repères. C'est là aussi où j'avais l'envie, le plaisir. Donc, je devais renoncer à cela. J'ai découvert, après coup, que j'avais autant de plaisir à distance qu'en présentiel. Je ne l'aurais jamais imaginé. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous partager cette anecdote. Mais voilà, à un moment donné, se dire à quoi je dois renoncer. Troisième chose, pour y parvenir, qu'est-ce que je dois apprendre? Peut-être je dois apprendre à me vendre. Peut-être je dois apprendre à mieux mettre en valeur mes produits. Peut-être je dois apprendre de nouvelles techniques. Bon, moi, j'ai dû apprendre à utiliser Zoom. Aujourd'hui, voilà, c'est un outil que je maîtrise à peu près. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout. Et surtout,
Je devais apprendre à communiquer dans des formats différents. Ce n'est pas la même chose d'avoir 3 jours de formation et d'avoir 45 minutes de webinaire. Vous ne pouvez pas fonctionner de la même façon. Sinon, il va y avoir des problèmes à un moment donné. Donc, pour y parvenir, qu'est-ce que je dois apprendre? Et quatrième question, et pas des moindres, et je vous encourage à la garder à l'esprit, comment y trouver du plaisir? Oui, parce que l'idée, c'est surtout pas de s'adapter en se disant je ne peux pas faire autrement, le monde est comme ça aujourd'hui, il faut que absolument que j'apprenne, je dis n'importe quoi moi, à communiquer sur les réseaux sociaux. Non, posez-vous la question, comment je peux trouver du plaisir? Et cette question, elle est vraiment essentielle. Et vous voyez, en fait, ça s'applique à beaucoup de situations, ce questionnement. Imaginez que quelqu'un vous critique publiquement. Eh bien, vous pourriez intérieurement déclencher un incendie. Mais si vous vous dites, c'est quoi le cadeau caché? J'ai été critiqué publiquement, on est bien d'accord, ce n'est pas agréable. Je pense que ni Corentin, ni Tsipora, ni Nadège, ni Jean-Manuel, ni Patrick n'ont envie d'être critiqués publiquement. Donc ça, on est d'accord. On ne va pas, je pense, j'espère, se disputer là-dessus. Mais par contre, après, on peut se dire comment je peux faire de cet événement-là qui ne me plaît pas une opportunité. C'est quoi le cadeau caché? Ben ouais, si vous commencez à raisonner comme ça, vous allez peut-être vous dire, c'est mon boss, tiens, qui m'a critiqué publiquement. Je me rends compte qu'on s'est un peu éloigné. Il est peut-être temps d'apprendre, de prendre le temps, pardon, d'échanger avec lui pour mettre les pendules à l'heure. Parce que je me rends bien compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et que tout devient compliqué avec lui. Ou alors, vous pourriez vous dire, je me rends bien compte que je ne sais pas suffisamment me faire respecter. La preuve, mon chef me critique publiquement. On est d'accord que c'est discutable qu'un chef vous critique publiquement. Eh bien, du coup, je pourrais en venir à me dire, il est temps que j'apprenne à m'affirmer. Il est temps que j'apprenne à m'affirmer. Il est à être assertif. Et que peut-être, et ça pourrait être une décision concrète, je décide soit de me faire offrir, soit de me payer une formation à l'assertivité. Parce que peut-être que si votre chef vous critique en public, vos enfants ne vous respectent peut-être pas suffisamment, ou votre conjoint ne vous respecte pas suffisamment, ou vos amis, eh bien, c'est eux qui décident du restaurant où on va aller le soir, parce que vous avez pris l'habitude de vous effacer. Et vous voyez, quand vous commencez à raisonner comme cela, eh bien, les difficultés deviennent vos amis. Parce que ça devient des opportunités pour vous élever, pour prendre conscience de quelque chose, pour prendre des décisions que peut-être vous ne prendriez pas si vous n'aviez pas eu cette difficulté. Donc voilà une première clé qui me semble vraiment importante à avoir. Et puis, toujours pour maîtriser vos pensées et vos émotions, en prévention, prenez l'habitude de regarder dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous pensez à votre passé, plutôt que toujours se remémorer les difficultés que vous avez vécues, moi je rencontre des fois des gens en coaching, ils continuent à se plaindre de leurs parents. Évidemment que parfois on n'a pas les parents qu'on aurait voulu avoir, on est d'accord. Loin de moi l'idée de contester que des gens ont pu souffrir enfant. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de répéter en boucle que papa ne vous a jamais reconnu, qu'il ne vous a jamais valorisé, qu'il n'a jamais cru en vous? OK, d'accord. Vous auriez préféré avoir un autre père ou une autre mère ou d'autres frères ou un autre grand-père ou un autre oncle. Mais ça ne vous aide pas parce que vous ne faites que ruminer votre passé. Et maintenant, vous avez compris que ça vous met en bêta supérieur qui vous coupe de vos ressources. Plus intéressant, c'est de vous répéter tout ce que vous avez eu de bon dans votre enfant. Et peut-être que grâce à ce papa qui ne vous a jamais reconnu, vous avez eu la rage de réussir pour lui montrer que vous n'êtes pas un incapable, que vous n'êtes pas un bras cassé, et je vais te montrer. Et ça, c'est hyper positif. Mais vous voyez que le même événement, vous pouvez l'envisager comme une malédiction ou comme une bénédiction. Et c'est ça qui nous permet de maîtriser nos pensées et nos émotions. C'est d'avoir ce regard où je suis capable de choisir dans ma réalité où il y a du plus et du moins, eh bien, ce qui est positif pour moi.
Et donc, je raconte mon histoire différemment. Au lieu de me dire, de répéter, alors quand je dis je raconte mon histoire différemment, à la fois à l'intérieur de moi, mais peut-être même avec les autres, hein, mais au lieu de raconter mon histoire en disant mon Dieu, j'ai pas eu de chance là où je suis né avec les parents que j'ai eus, si vous saviez, et puis on n'avait jamais d'argent, j'ai pas. Non, vous pouvez le raconter en disant ben, moi j'ai eu la chance d'être né dans des conditions difficiles, et ça je connais, les conditions difficiles, et j'ai appris à m'en sortir. Et quelque part, c'est la même histoire. Simplement, vous ne focalisez pas de la même façon. Et ça, c'est un vrai apprentissage essentiel parce que attendons-nous à avoir un monde de plus en plus compliqué, incertain, changeant, en évolution permanente. Et c'est notre agilité, c'est notre capacité à générer des points de vue positifs en maîtrisant nos pensées et nos émotions qui vont faire une différence majeure. Bien sûr qu'on a besoin d'être compétent. Hein. C'est un, comment dire, je me mets dans, une, comment dire, dans un cadre de figure où je considère que nous sommes tous compétents dans notre domaine et d'ailleurs on a tous besoin d'apprendre en permanence, vous voyez, de toujours nous renouveler. Mais une fois qu'on a fait ça, peut-être que la compétence majeure pour s'adapter au futur et au présent, puisqu'il est là, eh bien, c'est cette capacité à maîtriser nos pensées et nos émotions. Je crois vraiment que c'est quelque chose qui va faire la différence dans les semaines et les mois qui viennent. Donc ça, pour moi, c'est la première clé. Et puis, une autre clé, c'est de prendre la décision, et elle est en lien avec ce que je suis en train de dire, de faire de son bien-être une priorité majeure. Vous voyez, à un moment donné, de le décider. Alors, à ce stade, en fonction de là où vous en êtes, si vous avez des questions à ce stade, eh bien, j'y réponds. Sinon, je poursuis. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des choses, sur des témoignages, des questions, ce que vous voulez, pour qu'on soit en interaction? J'ai bien une question, Patrick. Oui. Oui. Parce que tu parles du coup de maîtriser ses émotions et ses pensées. Oui. Pour moi, l'émotion est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. En fait, l'émotion vient et ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on en fait. Donc, je reviens sur cette nuance. Quand tu parles de maîtriser les émotions, ça me gêne dit comme ça, mais je ne pensais pas que c'est ça que tu veux dire. Mais dit comme ça peut me déranger. En fait, et c'est une excellente question, Nadège, parce que vraiment, je crois que ça, c'est quelque chose d'important à comprendre et ça me permet déjà de rentrer dans la deuxième clé du coup. Mais à un moment donné, quand je dis maîtriser ses émotions, ce n'est pas s'observer en permanence, ce n'est pas chercher à garder le contrôle, c'est plutôt de développer un état intérieur où des émotions positives circulent facilement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on soit comme dans une espèce de nouvelle norme à l'intérieur de nous, où ce qui est le plus facile, c'est les émotions positives. En fait, moi, je me suis rendu compte en coaching que j'accompagne beaucoup de personnes pour qui les émotions négatives sont beaucoup plus faciles à tourner, à ressentir que les émotions positives. Par exemple, quelqu'un de dépressif, c'est aussi quelqu'un qui a du mal à faire tourner la joie en lui. Et il a beau avoir des événements qui, pour Nadège, pour Jean-Manuel, pour Tsipora, pour Corentin, généreraient de la joie, eh bien lui, il n'arrive pas à faire tourner la joie. Et donc l'idée, c'est de créer en nous les conditions pour que les émotions positives et les pensées positives tournent beaucoup plus facilement. Donc c'est en ce sens que je parle de maîtrise. C'est-à-dire que je mets en place, et on va voir quoi, un certain nombre de choses qui font que eh bien, la joie, elle tourne facilement. L'enthousiasme tourne facilement. La certitude tourne facilement. La détermination tourne facilement. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse à transmettre notamment aux gens que j'accompagne, c'est cette capacité à faire en sorte que la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination, la reconnaissance, la gratitude, la complétude, la confiance tournent facilement et que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Ça devient de plus en plus une norme. Et si j'ai à un moment donné une difficulté, je suis capable de revenir, mais beaucoup plus vite, à un état intérieur de sérénité, parce que j'ai des outils. Rappelez-vous le questionnement créatif. Le questionnement créatif, c'est un outil qui peut vous aider à revenir beaucoup plus rapidement à un état intérieur positif. Ça répond à ta question, Nadège?
Oui, merci beaucoup Patrick d'avoir précisé ce point. Avec plaisir. J'ai vu un moment de Tsipora, ton micro s'allumer, mais je ne sais pas si c'était une fausse manip ou si c'était parce que tu voulais dire quelque chose. Non, 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 j'allais tout à fait dans le sens de Nadège et dans le tien. C'est vraiment de la gestion des émotions, c'est-à-dire apprendre à les gérer autrement. Ça ne veut pas dire les mettre de côté et les mettre dans sa poche, puisque les Surtout émotions, pas. elles sont là pour être accueillies, mais c'est Exactement. qu'est-ce que j'en fais et comment j'arrive à en faire, à mettre de l'existentiel dans ce qui m'arrive pour pouvoir le dépasser. Absolument. Et du coup, si je prolonge un peu ma réponse pour tenir compte de ce que tu viens de nous dire, Tsipora, c'est que nos émotions, ce sont nos amis. C'est de l'information et de l'énergie, une émotion. Donc, vouloir se couper de ses émotions, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, il ne faut pas en être le jouet. Il ne faut pas que la tristesse devienne quelque chose d'un peu dépressif, que la colère devienne de la rage. Et ça, c'est quelque chose de… ou que l'enthousiasme devienne de l'hystérie, d'ailleurs, si je prends un aspect positif. Donc, c'est d'être capable d'en faire quelque chose. Mais une émotion, ça nous donne une info. Si je suis en colère, j'ai peut-être une bonne raison d'être en colère. Et c'est de l'énergie. On sent bien que la colère, c'est une énergie. Mais du coup, il faut que j'utilise cette énergie non pas pour détruire, pour m'en prendre à la première personne qui est à proximité de moi, parce que cette personne va se dire « Ah ben, elle est bien gentille, mais… qu'est-ce qui lui arrive? Je suis drôlement accueilli là, voyez. Donc, d'en faire quelque chose de positif. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une petite différence qui, je crois, change tout. Mais se couper de ses émotions, c'est comme se couper de la moitié de notre potentiel. Parce que notre potentiel, il est aussi dans nos émotions. Moi, j'ai beaucoup d'ingénieurs très cerveau gauche, vous savez, donc beaucoup dans le mental, dans la réflexion, etc., et qui excellent en la matière. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin de cette capacité à sentir nos émotions, parce que c'est de l'info et de l'énergie, mais aussi à sentir celles des autres pour m'adapter à l'autre. Sinon, vous voyez, je suis un peu autiste. Je suis incapable de vraiment m'ajuster à l'autre. Et ça, évidemment, ce serait dommage. Tsipora, tu veux dire quelque chose? Oui, j'allais encore plus abonder. Effectivement, les émotions, c'est de l'information. Et alors, je suis praticienne en relation d'aide depuis 18 ans, Ok, avec l'EFT et la constellation familiale et professionnelle. Et c'est la génial. première chose que je dis, c'est qu'est-ce que vous ressentez? Donc, et quand on n'est pas capable de mettre un mot sur ses émotions, parce qu'on n'est pas forcément capable de les identifier, ce qui est le plus facile à identifier, c'est où est-ce que ça se situe. Et quand j'arrive à connecter la personne à finalement où est-ce qu'elle a mal, ou alors où est-ce qu'elle est dérangée, eh bien, c'est un petit peu le pendant de ces jeunes qui, par exemple, vont se scarifier parce qu'ils ont tellement mal partout, qu'ils finalement, ils ont mal nulle part, et qu'en même temps, se scarifier, c'est de dire, OK, j'ai mal, mais là, j'ai un endroit où je peux affirmer ma douleur. Et donc, en disant aux gens, où est-ce que ça te dérange dans ton corps et qu'est-ce que ça te fait dans ton corps, on les reconnecte à leurs émotions et donc à leur physique, on les remet dans l'ici et maintenant et on leur dit, OK, maintenant, c'est pas obligé de prendre le dessus, tu vois, tu as pu l'identifier. OK, maintenant, on en fait quoi? Et je trouve au contraire, passer par les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement riche dans les accompagnements. Voilà. Je ne peux qu'être d'accord avec toi, Tsipora, et merci pour ton témoignage. Et vous voyez, une des qualités majeures dont on a tous besoin, c'est le charisme. Charisme, c'est notre capacité à avoir de l'impact. Mais le charisme, ce n'est pas simplement le fait d'un leader, genre Martin Luther King, genre Obama, qui n'a pas besoin de charisme. Est-ce qu'on n'a pas besoin de charisme quand on parle à un client? Est-ce qu'on n'a pas besoin de charisme si on est dirigeant, même si on n'a que 4-5 collaborateurs, mais pour avoir de l'impact sur nos 4-5 collaborateurs? Est-ce qu'on n'a pas besoin de charisme sur nos enfants? Et ce n'est pas le plus simple, on est bien d'accord. Mais vous voyez, pour avoir une influence, charisme, il faut démystifier un peu ce terme-là. Le charisme, c'est juste avoir de l'influence sur l'autre. Et il y a il y a autant de charisme que de personnes, ce n'est pas l'application de recettes. Et en même temps, il y a un certain nombre de choses qui sont indispensables. Et dans ces choses qui sont indispensables pour avoir du charisme, eh bien, il y a l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à ressentir nos émotions, à ressentir les émotions de l'autre et à en faire quelque chose. Et vous avez beaucoup plus d'influence positive sur les autres quand vous avez ce charisme qui repose notamment, pas uniquement, sur
cette intelligence émotionnelle. Au passage, aujourd'hui, et c'est notamment les Américains qui ont montré ça, à l'université de Yale notamment, eh bien, ils montrent que le QE, le quotient émotionnel, prédit beaucoup mieux le bonheur des personnes, mais leur réussite, les deux. Quelqu'un qui a un QE plus important est bien armé pour réussir professionnellement. Et ça s'apprend. Moi, j'ai l'impression de passer une partie de mon temps en coaching à apprendre aux personnes que j'accompagne à utiliser leurs émotions, à se familiariser avec leurs émotions, à les ressentir, à voir que c'est quelque chose qui les aide à avoir plus d'impact à l'intérieur d'eux-mêmes, maîtriser nos pensées et nos émotions, et à l'extérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire sur le développement de leur activité, sur leur communication vis-à-vis des autres, sur trouver un juste équilibre entre les autres et nous-mêmes dans nos interactions pour qu'on ne soit pas un paillasson, j'ai envie de dire, par rapport aux autres. Alors, sauf si je vois une autre question, je passe à la deuxième clé. Donc, deuxième clé, c'est vraiment de faire de son bien-être une priorité majeure. Alors, la personne à l'écran, c'est Thomas Samut. Thomas Samut, c'est le magicien du cercle des nageurs marseillais. Vous savez peut-être que le cercle des nageurs marseillais, c'est l'endroit au monde en ce moment le plus titré au niveau de la natation. Thomas Samut a accompagné des gens dont vous avez probablement entendu parler, comme Florent Manodou, comme Camille Lacour, comme Frédéric Bousquet. Et en fait, il a amené ces personnes au plus haut niveau, c'est-à-dire à des médailles d'or aux championnats du monde de natation ou aux Jeux olympiques. Et en fait, évidemment qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur sa pratique, mais un des axes majeurs de Thomas Samut pour aider ces nageurs à atteindre le plus haut niveau, comme nous tous, nous avons envie d'atteindre le plus haut niveau dans notre domaine, eh bien, c'est le bien-être. Vous voyez, je vous ai mis une citation d'un de ses livres, de son livre, pardon, je ne crois pas qu'il en ait écrit d'autres, « Le bien-être profond est la clé de toute réussite durable, quel que soit le domaine ». Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui accompagne toujours des sportifs de haut niveau, mais des chefs d'entreprise, mais des célébrités de tout domaine. Et en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est à permettre à ces personnes d'être dans le bien-être. Parce que, selon lui, c'est ce qui permet d'être vraiment dans une réussite durable. Une réussite où on ne s'écroule pas. Vous vous rappelez qu'on a parlé du burn-out, donc ce n'est pas ça que l'on vise. Ce n'est pas de gagner une finale un jour et de s'écrouler ensuite, mais c'est au contraire de gagner la finale, mais en restant dans le bien-être et en étant capable de poursuivre notre activité, nos projets, en étant dans le bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on comprend l'importance du bien-être pour faire face, par exemple, à des situations difficiles? Eh bien, je crois que la première chose, c'est vraiment de décider d'en faire une priorité. C'est-à-dire de vous dire, je comprends que le bien-être, ce n'est pas juste un truc sympa, mais que c'est peut-être un des antidotes aux difficultés de notre monde d'aujourd'hui. Et du coup, je prends un engagement vis-à-vis de moi-même de faire de mon bien-être une priorité. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste un truc, j'entends un jour quelqu'un qui parle du bien-être, me dit « Ah oui, tiens, le bien-être, c'est important. » Tiens, et puis hop, je passe à autre chose. Non, non, c'est à un moment donné, je comprends que peut-être que tout le reste en découle. Tout le reste est impacté. Déjà, notre niveau de bonheur, et ce n'est pas rien, je pense qu'on a tous envie d'être heureux, mais notre influence, notre pouvoir, notre capacité à garder l'accès à nos ressources quand on en a besoin, lors d'un entretien d'embauche, lors d'une négociation commerciale, lors d'un échange avec un client. Et du coup, c'est vraiment de se dire, j'ai compris que c'est capital le bien-être, et du coup, je prends la décision d'en faire ma priorité. Deuxième chose, c'est de comprendre une chose qui n'est pas si évidente que cela, c'est que le bien-être peut être déconnecté de ce qui se passe dans notre vie.
Et là, on retombe sur la maîtrise des pensées, des émotions de notre état intérieur. C'est-à-dire que si on se dit « je serai heureux quand j'aurai doublé mon revenu », je me sentirai bien quand mes enfants auront quitté, mon enfant en crise d'adolescence sera parti, je serai heureux si tel client signe tel contrat, je deviens le jouet des circonstances extérieures. Et je m'auto-persuade que mon niveau de bien-être dépend de ce qui se passe dans ma vie. Et ça, c'est une calamité, parce que je bascule dans des postures de victime. C'est-à-dire, je me sens toujours victime de l'extérieur. Et là, l'idée, c'est au contraire de comprendre que, bien sûr qu'il est plus facile d'être dans le bien-être quand tout va bien, on ne va pas se mentir, mais je peux arriver à un niveau de maîtrise qui fait que mon état intérieur dépend de moins en moins de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Et du coup, pour cela, eh bien, c'est important d'avoir des pratiques qui nous aident à développer notre bien-être. Alors, à chacun ses pratiques. Moi, je ne suis pas, comment je peux dire, là pour être un militant de je ne sais quoi, mais pour certains, ce sera peut-être la marche. Je vous disais que pendant le premier confinement, tous les jours, je me suis mis à marcher, ce que je ne faisais pas, parce que je sentais que ça me détendait. Et puis, il y a moins de stress dans la nature, c'est évident, mais il y a moins de stress dans la nature, donc ça nous calme la nature. Pour d'autres, ça pourrait être le yoga, donc de mettre en place une pratique du yoga pour maîtriser son bien-être. Pour d'autres, ça va être la méditation. Une autre personne va peindre, ça la détend, ça l'apaise. Une autre personne va peut-être se mettre au sport, mais ayez des pratiques, à la fois des pratiques, j'ai envie de dire, dans la durée, mais aussi des pratiques plus courtes, plus genre l'outil questionnement créatif, qui vous aident à rester dans le bien-être. À titre personnel, moi, je m'appuie beaucoup sur les outils du coaching SAIN. SAIN, ça veut dire système d'alignement neuro-émotionnel, et dans lequel il y a un certain nombre de pratiques, comme le muscle du bien-être, comme les 3 colonnes, qui sont pour moi des outils magiques pour maîtriser notre bien-être, pour réussir à rester dans le bien-être, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et j'apprends à des chefs d'entreprise, à des managers, aux personnes que j'accompagne, ces outils, parce que c'est des outils qui font que le bien-être est de plus en plus facile à faire tourner à l'intérieur de nous. Et comme je vous le disais, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis, dernier point, pour rester dans le bien-être, eh bien, c'est de bâtir la vision de ce que l'on désire. Beaucoup de gens sont coupés de leur désir. Et du coup, vous voyez, ils sont dans une course en avant. Par exemple, si je suis salarié, eh bien, je vais être dans une logique de carrière. Et je vais croire que mon désir, c'est de grimper les échelons et d'occuper des postes à toujours plus de responsabilités. Mais peut-être qu'en fait, je suis dans une espèce de fonctionnement automatique qui ne correspond pas forcément à ce qui me motive le plus. Ou alors, j'ai une entreprise et je suis dans une fuite éperdue pour gagner toujours plus, et c'est tout à fait louable, n'y voyez aucun jugement de valeur, mais peut-être que je me coupe de mon vrai désir. Et donc, et c'est pour moi vraiment la troisième clé, eh bien, la troisième clé, c'est de bâtir sa vision pour être au bon endroit. Ça m'a amusé quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui disait « je n'irai pas confier mon électricité à un plombier ». Eh bien, si le bon endroit pour moi, c'est d'être un plombier, eh bien, c'est là où j'ai ma zone d'excellence. C'est là où j'ai ma zone de motivation. Et du coup, en étant à cet endroit-là, je peux exprimer toutes mes qualités. Mais si on me demande de réparer le système électrique de quelqu'un, eh bien, peut-être que pour moi, ça va être compliqué. Peut-être que je ne vais pas avoir autant de plaisir que quand je suis dans la plomberie. Est-ce qu'à la fin de cette partie, vous avez des questions, des réactions, des témoignages? Alors, je vous propose un petit exercice très, très simple et rapide, mais pour vous faire sentir l'enjeu de cette troisième partie. Je vous propose un truc, vous allez voir, très simple, c'est pour vous, vous n'aurez rien à raconter, à montrer, c'est vraiment pour vous, donc faites-le de vous à vous. Je vous propose d'écrire une phrase très courte, ouais, sujet, verbe, complément, très courte, ce qui vous vient à l'esprit.
J'en ai marre du soleil. J'adore la pluie. Nadège? Non, j'ai enlevé mon micro, je pensais qu'on allait du coup intervenir. Ah non, 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 c'était juste… là, c'est vraiment un temps pour vous. D'accord. Alors, Tsipora? le temps pour moi, j'ai ma fille qui m'attend, elle vient de rentrer d'école. Donc, je suis obligée de vous lâcher. Jean-Manuel, tu nous envoies le reste parce que je voudrais connaître la fin. Patrick, ça a été un plaisir et puis bonne journée aux autres. Salut Nadège, salut Corentin. Merci, Flora. Tsipora. Bonne journée, À Tsipora. l'été. Salut. Maintenant, je vous propose de signer, juste faire votre signature. Maintenant, je vous demande de faire la même chose avec l'autre main. Si vous avez écrit de la main droite, écrivez la même phrase avec l'autre main et signez avec l'autre main. Vos non-verbales ne sont plus les mêmes et c'est bien normal. Pas vrai, Jean-Manuel? J'en suis incapable. De réécrire avec l'autre main et de signer. Et je vais terminer en 4-5 minutes parce que je sais que vous pouvez avoir des contraintes horaires. C'est bon? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en allumant vos micros sur la différence entre la première expérience et la deuxième? Vas-y, Illisible. Jean-Manuel. Illisible. Déjà, donc ça, c'est le résultat. Illisible, tu dis. Nadège? De la main droite, c'était naturel. De la main gauche, je me suis concentrée. Je n'étais pas à l'aise. Je n'avais pas de repères. Il fallait que je m'applique. Eh oui, bien sûr. Corentin? Bah ouais, j'allais dire un peu pareil, plus de concentration sur la main gauche du coup. Ouais. Et tu te sentais comment, Corentin, quand tu étais avec la main gauche en train de le faire? Je me concentrais un peu sur chaque lettre que je faisais, alors que quand j'ai écrit de ma main droite, j'ai fait ça instinctivement, quoi. J'ai pas. Et Corentin, si tu devais écrire, alors je crois que c'est ta main gauche, hein, tu dois être droitier, pendant 1 heure, à ton avis, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Je crois que j'aurais été en difficulté. Et je sais même pas si j'aurais réussi à écrire pendant 1 heure avec la main gauche. Et tu te serais senti comment à la fin? Fatigué, je pense. Voilà. Et donc, notre thème, c'est quand même comment être en énergie haute. C'est ça, hein, notre thème. Du coup, la troisième clé, eh bien, elle est capitale, c'est qu'il est très difficile d'être dans le bien-être et en énergie haute quand on est éloigné du bon endroit. Le bon endroit, c'est l'endroit qui correspond à nos envies et à nos compétences. C'est pour ça que, pour moi, investir du temps dans l'élaboration de sa vision, c'est-à-dire de prendre le temps de dire qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, qu'est-ce que je veux réussir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me motive, et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, chercher à toujours plus s'en rapprocher. Parce que c'est là qu'il y a votre excellence. Vos désirs, ne les voyez pas comme quelque chose de, j'allais dire stupide, comme quelque chose éloigné de qui vous êtes. S'il y a du désir, c'est qu'il y a une bonne raison. Et que probablement, c'est là où vous devez chercher à aller. Alors peut-être ça va vous demander une certaine habilité pour faire de ce que vous désirez votre travail, par exemple. Ça, on est d'accord. Mais dites-vous que votre zone d'excellence, votre zone de motivation première est là et que c'est cette chose que vous désirez où il y a de la compétence, comme il y a de la compétence dans votre écriture main droite si vous êtes droitier ou main gauche si vous êtes gaucher, eh bien, c'est ça qu'il faut que vous mettiez de plus en plus dans votre vie professionnelle parce que vous allez progresser sur le double niveau des résultats et du plaisir. En fait, les gens épanouis professionnellement sont des gens qui sont dans leur zone d'excellence et de plaisir.
Et c'est là où ils arrivent à atteindre des résultats que peut-être nous, on aurait du mal, parce qu'ils sont au bon endroit. Une des pires périodes de ma vie professionnelle, c'est à un moment donné où on m'a demandé de faire des choses qui ne me correspondaient absolument pas. Et ce n'est pas que j'étais devenu moins compétent qu'avant, c'est juste que je n'étais pas au bon endroit. Et là, c'est fatigant, la vie professionnelle. Là, c'est difficile d'avoir de l'énergie. C'est difficile d'avoir du bien-être, mais c'est même difficile d'être confiant, d'être capable de garder de la confiance en soi parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Et j'ai remarqué souvent en coaching que pour aider une personne à sortir d'une zone professionnelle très difficile, soit parce qu'il ne gagne pas assez, soit parce qu'il n'est pas reconnu, soit parce qu'il n'est pas entendu, eh bien, c'est de l'aider à bâtir sa vision, c'est-à-dire de définir vraiment là où il a envie d'aller, sa vie de rêve. Et vraiment, moi, le mot rêve, je l'assume. Je pense vraiment qu'on peut vivre une vie de rêve et de voir ensuite comment je passe de la situation où je suis à la vie de rêve. Vous voyez? Alors là, je ne suis pas en train de dire, moi, de claquer la porte, hein, surtout pas. Il faut parfois accepter que ça puisse prendre 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est 3 ans dans la vie d'un individu pour rejoindre sa zone d'excellence et sa zone de plaisir? Et d'ailleurs, souvent, je devrais rajouter une 3e zone, et c'est à l'intersection de ça qu'on excelle, la zone de contribution maximale. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Vous voyez, vouloir gagner de l'argent, c'est tout à fait loin, mais j'y arriverai d'autant plus que je me mets au service des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, est très important. Donc, ça, c'est ma 3e clé. Hein, c'est vraiment de dire qu'en bâtissant votre vision, eh bien, donc en clarifiant ce que vous voulez vivre, qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez faire professionnellement, à l'extérieur du professionnel, et qu'est-ce que vous voulez obtenir. Donc, vous voyez, on est dans le registre de l'être, du faire et de l'avoir. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? J'ai envie de vivre en province, j'ai envie de vivre à Paris, j'ai envie d'avoir une maison, j'ai envie d'avoir un appartement, j'en sais rien, j'ai envie d'avoir tel revenu. Eh bien, ça, c'est une vision, vous voyez, complète. Eh bien, plus vous élaborez votre vision et plus vous avez les stratégies qui vont vous permettre de passer de là où vous êtes à là où vous avez envie d'aller, eh bien, plus vous serez en capacité d'être épanoui dans votre vie et d'être de plus en plus dans le bien-être et en énergie haute. Donc, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Et du coup, et j'en terminerai là, mon dernier conseil, c'est, vous voyez, si vous mettez de la valeur sur ce webinaire auquel vous avez assisté, eh bien, de prendre tout de suite une décision. Vous voyez, de prendre une décision, ça peut être de dire, je décide que dorénavant, mon bien-être sera ma priorité majeure. Ou alors, je décide d'élaborer ma vision. Ou alors, je décide de me familiariser avec le questionnement créatif pour ne plus jamais me laisser entrer dans cette zone de rumination qui est une zone négative parce que je suis en bêta supérieur, dans le stress, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour mes relations, c'est pas bon pour mon pouvoir personnel. Donc, je vous encourage vraiment à prendre une petite décision pour valoriser ce que l'on vient de voir pendant cette heure. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bon, écoutez, j'arrête l'enregistrement.